Oui, alors ça, parce que tout cela, quand on prend par exemple un ouvrage qu'on appelle le Manuel du jardin du grain de moutarde, qui a été écrit donc au début des Qing, donc ça a commencé au XVIIe siècle, enfin bon, c'est un ouvrage donc assez tardif dans l'histoire de la Chine. Euh, on pose, dans la préface de cet ouvrage, on pose la question suivante, on dit, ou la problématique suivante, on dit, parmi les peintres, certains considèrent que la peinture est facile, d'autres qu'elle est difficile. Certains considèrent qu'elle est simple, d'autres qu'elle est complexe. Certains considèrent qu'il faut qu'il y ait des règles, d'autres qu'il n'y ait pas de règles, et ainsi de suite. En fait, on met des dichotomies. Ensuite, l'auteur dit, tel grand maître a réalisé cette peinture et il a mis 10 jours, comment dire simplement, pour faire un rocher. Tel autre a réalisé la même peinture en moins d'une heure, intégralement. Donc dire que c'est long est vrai, dire que c'est court est vrai, dire que c'est difficile est vrai, dire que c'est etc. Dire qu'il y a des règles c'est vrai, dire qu'il faut se libérer des règles est vrai, etc. Là on est tout à fait dans la pensée chinoise. La pensée chinoise, si vous voulez, c'est tu connais le principe, le yin et le yang sont intriqués. Et à la différence de la pensée aristotélicienne c'est simple, c'est si A est égal à A, il ne peut pas être différent de A. La pensée chinoise, c'est si A est égal à A, il est obligatoirement différent de A. Obligatoirement. Ouais. Et ça change totalement, pas seulement notre regard sur les choses, mais tout notre système cognitif. C'est pour ça que le peintre chinois ou le calligraphe chinois n'ont pas simplement une autre conception de l'art. Ils n'ont pas simplement un autre regard sur l'art, ils n'ont pas seulement une autre culture de l'art, ils ont un autre système neurocognitif de rapport à la nature. Oui, mais ce que tu dis, bon, on ne va pas ouvrir un autre débat, mais pendant les présocratiques étaient aussi dans cette lignée-là. C'est seulement Aristote, Platon et surtout l'Église catholique qui n'a pris que ces deux philosophes qui a engendré ça. Mais auparavant, apparemment, c'était aussi de cette manière avec les philosophes présocratiques. Oui, alors après, je ne suis pas spécialiste Pas non plus, mais enfin... des présocratiques, je ne pourrais pas exactement expliquer ça, mais bon, c'est tout à fait possible. Ce qui est très intéressant, en fait, à comprendre, c'est que on ne peut... la coexistence en fait, des contraires est obligatoire dans toutes les situations du monde phénoménologique. Et dans la peinture, ça joue un rôle évidemment très important. Il y a un autre point qui est très important, c'est que par exemple, lorsque on peint, dans la peinture chinoise, on a plusieurs grandes catégories. On a ce qu'on appelle la peinture de fleurs et d'oiseaux, qui en fait ne comprend pas que les fleurs et les oiseaux, elle comprend une multitude de choses, les fruits, les arbres, etc. Bon. Les animaux, le chat, le chien, enfin tout ce que vous voulez, bon, ça fait partie de la peinture des fleurs et oiseaux. Oui. On a le paysage, Shanshui, littéralement, donc la montagne et l'eau, et on a les personnages, les êtres humains, les groupes, etc. Si on prend l'exemple du paysage qui a été considéré souvent comme une sorte d'objectif, de summum de l'art calligraphique, tout simplement parce que dans un paysage, on peut avoir tout le reste. Oui. On peut avoir des personnages, on peut avoir des fleurs et des oiseaux. Alors qu'à l'inverse, dans le monde occidental, pendant longtemps, c'était juste le fond. Oui, voilà. Et quand on regarde un paysage, qu'est-ce qui définit, comment dire, qu'un paysage est réussi ou n'est pas réussi? D'abord, le paysage, c'est un être humain, pour le peintre. Les rochers sont comme les eaux. La végétation est comme son système pileux. Les pavillons, les petites maisons, etc., sont comme ses organes d'essence. L'emplacement des yeux, les oreilles, enfin, etc. Les personnages sont comme ses esprits, ce qu'on appelle les shan, les run, etc., qui sont des êtres spirituels, des entités spirituelles de l'être humain. L'eau qui s'écoule est comme ses liquides organiques, le sang, la lymphe, etc. Les vapeurs et les nuages sont comme son qi, ses souffles. Donc la première chose que va regarder un peintre qui est éduqué, et même un critique d'art chinois classique, c'est est-ce que cet être humain est en bonne santé? D'où vient l'eau? Tiens, cette cascade, elle est très réaliste, mais comment l'eau a-t-elle pu monter jusqu'à ce stade
sans aucun endroit d'où elle vient. Il y a un déficit quelque part. Là, le personnage, oui, il est peut-être bien représenté, mais sa position est tout à fait incohérente par rapport, et ainsi de suite. Mais c'est pas une juxtaposition d'éléments, c'est-à-dire qu'un élément existe par lui-même, il existe par rapport aux éléments à côté, et ça crée toute une dialectique quelque part, mais en même temps un univers énergétique. Et un échange entre l'observateur et l'œuvre observée. Ça veut dire qu'on va regarder la peinture, on dit « Ah, ce mouvement de l'eau », et là, on voit que l'eau, elle s'arrête. Elle ne sort plus de la peinture. Elle est apparue à un endroit, mais elle ne peut plus s'en échapper. Il y a un sentiment, même dans notre propre blocage, comme si on avait le souffle coupé. Quoi, et, oui. Ouais. Et on a le mouvement des nuages, puis à un moment donné, les nuages s'arrêtent de façon abrupte. Ouais. Mais comment c'est possible? Comment on a un personnage qui arrive sur un chemin, mais ce chemin, s'il avait fallu que ce personnage soit là, il faut l'amener en hélicoptère. Ouais. On se dit, l'esprit n'arrive pas à trouver par quel chemin il est arrivé là. Et donc tout ça entraîne un grand inconfort et entraîne même un état pathologique. Donc une bonne peinture dans la peinture chinoise, c'est une peinture qui, lorsqu'on la réalise, entretient notre santé, et lorsque les autres l'observent, entretiennent leur santé. La mauvaise peinture, elle rend malade. Tout à fait. C'est le premier. Oui. Et justement, et c'est là aussi. Alors, est-ce que la peinture dans notre monde occidental, si tu permets, je voudrais parler un peu du monde occidental, quelques minutes. En fait, la peinture occidentale est considérée comme des objets, ou alors dans des logiques complètement surréalistes, on va dire, dans le monde dit contemporain. Il y a de rejet complet de toute forme de cohérence technique, matérielle, philosophique. C'est l'un ou l'autre, en fait. Il y a une coupure complète. Ou alors la logique d'un réalisme naïf, où la peinture est un objet, donc une image, qui colle à une réalité qui se veut objective, ou alors qui imite des choses qui ont été considérées comme des choses importantes dans notre histoire de l'art. Mais tout ce que tu as dit là, j'ai l'impression que ça n'existe presque plus dans la peinture. Et je ferai juste quand même une petite... J'espère que si, mais bon. Ça peut exister individuellement, mais cette obsession de la cohérence par rapport à l'histoire de l'art, on va dans un musée, on lui dit donc lui il est important, lui c'est des grands maîtres, des grands peintres. Et par exemple, moi j'y suis allé dans des musées, même au Louvre. Je pense que beaucoup de choses au Louvre sont nulles, et vraiment très nulles. Ou même au musée d'Orsay, et il y a des choses fabuleuses. Elles sont intéressantes d'un point de vue historique, d'un point de vue, comment dire, philosophique, ou même par des contresens, elles peuvent être intéressantes. Mais globalement, je pense que nous sommes dans un processus d'encadrement idéologique par rapport à des choses qui sont considérées comme la merveille du monde, alors qu'à mon avis, c'est faux. Oui, mais c'est-à-dire que le musée est un conservatoire d'un ensemble d'œuvres qui illustrent, et donc transmettent une information, une connaissance sur l'art à travers différentes époques ou dans certains contextes. Il n'est pas un parcours didactique pour devenir peintre. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça présente la réalité, le véritable art, etc. Et justement, c'est complètement déconnecté de tout ce que tu as dit. Et ce ne sont que des objets qui collent à des histoires, à l'histoire, oui. À des personnages, et c'est un véritable enfermement. C'est-à-dire que ce que tu dis me rafraîchit l'esprit, hein, et c'est dans cet esprit que j'essaie de travailler moi-même. Mais c'est assez terrifiant, la situation de la peinture, de la peinture occidentale par rapport à la liberté de l'esprit, à la notion d'énergie, et ce sont véritablement pour moi, je ressens ça comme un terrible carcan. En fait. Oui, moi je suis moins sévère parce que je pense que les êtres humains sont fondamentalement, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient français, américains ou autres, ont beaucoup plus de points communs que de divergences. Et même si on peut mettre l'accent sur les contrastes qui existent, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, parce que les contrastes permettent d'identifier les choses. Hein, c'est en mettant en évidence les différences qu'on arrive à reconnaître. Comme quand on fait de la botanique, on compare deux plantes, si on ne montre pas que là il y a des étamines et que là il n'y en a pas, etc., on ne peut pas arriver à les distinguer. Mais quand on regarde bien, on a souvent beaucoup plus de points communs qu'on a de points de divergence. Et j'espère que c'est aussi un peu comme ça, mais c'est vrai que
Après, il se trouve que les civilisations n'ont pas mis l'accent sur les mêmes choses. Euh, Peut-être qu'il y a aussi une chose qui est très importante. Moi, je connais essentiellement l'art chinois, la peinture chinoise. Bon, je suis pas non plus, je suis né en France, je veux dire, donc je suis pas non plus. C'est pas ta langue natale, quoi. Hein? C'est pas ta langue natale, on pourrait dire, même si Oui, c'est... non, mais je veux dire, voilà, je sais un petit peu quand même. J'ai observé un certain nombre d'œuvres d'artistes occidentaux au long de l'histoire, donc ça fait aussi partie de ma culture de référence. Je pense qu'il y a il y a une grande diversité, mais c'est vrai ce que tu dis, il y a des incidences effectivement que n'a pas exactement vécu la Chine de la même façon. Les peintres chinois ont donc pris des voies qui sont différentes, à la fois pour des raisons techniques, on a vu, historiques. Oui, parce que peindre sur un papier avec de l'encre, c'est à la portée de beaucoup de monde. Par contre, peindre au XVe siècle sur des toiles avec du matériel sophistiqué qui venait du monde entier, qui devait coûter une fortune, c'était possible qu'il y ait des gens qui étaient accompagnés, des gens professionnels et soutenus par des princes. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons. Oui, oui, mais sans doute. Sans doute, effectivement, parce qu'on a l'idée, en fait, de peindre par plaisir est fortement présente dans la civilisation chinoise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Il faut un peu de matériel, mais on a besoin... L'apprentissage est important, mais l'investissement technique ou technologique n'est pas considérable. Il y a de très grandes œuvres qui sont réalisées seulement à l'encre, et donc qu'est-ce que ça veut dire? On a classiquement les 4 outils du lettré, hein. J'ai fait aussi toutes sortes de vidéos sur ça, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pinceau, encre, pierre à encre pour broyer l'encre et papier. Bon, voilà, ça veut dire qu'on n'est pas obligé... C'est sobre, c'est très très sobre. C'est comme, sobre. En fait, ça correspond au crayon de papier à feuille de dessin, par exemple. Oui, voilà. Occidental. Oui, enfin, ou d'autres choses même. C'est vrai qu'on a... Alors après, s'introduisent d'autres choses, des couleurs, etc. Ça peut bien sûr se complexifier. Ce qui est très important par rapport aux outils, aux matériaux, hein, on voit ici quelques exemples de pinceaux. Là, il y en a beaucoup, parce qu'ils ont été accumulés, et puis parce qu'on en a offert beaucoup aussi tout au long de mon histoire personnelle. Donc, mais les outils, les matériaux sont source de jouissance. Le parfum de l'encre fait partie c'est encore une dimension du rituel de la préparation. On prépare l'encre, on n'est pas simplement comblé sur le plan visuel, il faut aussi que sur le plan olfactif, auditif, le mouvement du bâton d'encre de la pierre à encre répond à des critères précis qui définissent si le bâton d'encre est de bonne qualité, par exemple. Alors ça c'est intéressant parce que là par exemple c'est vrai que la pratique de la peinture à l'huile a le même genre de plaisir, c'est-à-dire la texture de la toile, l'odeur c'est de l'essence, c'est peut-être un peu différent, mais il y a quand même des odeurs, il y a un environnement, une esthétique olfactive même, c'est vrai, il y a tout un toucher qui est fondamental. Oui, c'est un point important, mais on n'en parle pas souvent. Peut-être moins lié à l'idée de santé. Oui, parce que... Oui, par exemple, il y a des médicaments en Chine qui se présentent sous forme de bâton d'encre. D'accord. Ouais. Le bâton d'encre est une forme galénique. Alors évidemment, tout le monde sourira au mot galénique, parce qu'évidemment, en Chine, ça a un côté évidemment un peu déplacé, mais c'est une forme galénique de prise de certains médicaments. Et certaines encres anciennes aussi avaient des qualités qui étaient des qualités, on disait qu'une très bonne encre pouvait être utilisée à des fins thérapeutiques. Je déconseille de le faire avec les couleurs, mais particulièrement les dérives d'arsenic, etc., qu'on trouve aussi dans la peinture chinoise, mais je déconseille aussi de le faire avec les peintures à l'huile et avec les médiums qu'on utilise dans la peinture à l'huile. Oui, ce serait dramatique, oui, on est d'accord. Voilà. C'est pas très bon pour la santé. Ouais. Donc on est dans... Il y a malgré tout un peu cette différence tout de même qui existe, quoi. Et puis... Non, je parle simplement du plaisir. C'est vrai que le plaisir du matériel, quand on achète du matériel de peinture et tout, il y a même s'il n'y a pas les conséquences sur la santé. Jouissance, de l'outil. Esthétique, on va dire. Oui, bien sûr. Voilà. On a fait un petit tour. Donc, ça fait 1 heure que nous parlons. Bon, merci Eric. Je pense que peut-être qu'on fera d'autres
vidéos de ce type-là sur d'autres sujets. Alors, de mon point de vue, j'aimerais faire une toute petite remarque personnelle. Je trouve ça très rafraîchissant parce que la peinture occidentale ne me satisfait pas, c'est-à-dire peindre en fonction d'une demande commerciale ou peindre dans un cadre idéologique je trouve que ça ne part pas justement du rapport à la nature. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que la vraie différence qui existe, c'est que l'art chinois est obligatoirement connecté à la nature, alors que le monde occidental, un petit peu, et là on arrive dans les données, on va pas ouvrir le débat, sur le rapport à la nature. Par exemple, l'homme cherche à s'abstraire de la nature, l'homme augmenté, etc. Il y a toute une donnée philosophique dans le monde occidental qui veut finalement dominer la nature et même s'en séparer complètement. Et il y a un art qui correspond à ça, évidemment. Et justement, dans tout ce que tu as dit, je pense qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui même inconsciemment, recherchent un rapport à la nature. Et ce rapport à la nature, est-ce que c'est pas la grande différence qui existe entre ces deux conceptions, celle que tu évoques et celle de l'art contemporain, par exemple? Oui, alors encore une fois, il faut faire très attention Faut être prudent. aux généralités, parce que qu'est-ce que ça veut dire art contemporain? C'est-à-dire qu'on a défini ça par des critères qui sont d'un art institutionnel presque. C'est-à-dire que tu es vivant aujourd'hui, donc tu pratiques l'art contemporain. Oui. J'évoque surtout l'idée globale du rapport, l'art contemporain lui-même qui refuse l'œuvre. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. En faisant bien attention et en prévenant évidemment nos auditeurs. Oui, voilà, il faut être prudent, oui, bien sûr. Parce que je voudrais surtout pas être fanatique. Oui, il ne faut pas faire des catégories définitives. Ouais. Et il faut toujours observer aussi, ça c'est aussi une leçon peut-être de la pensée chinoise, les liens qui existent entre les choses, même lorsqu'elles apparaissent différentes. Mais effectivement, il y a ces critères peuvent exister. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que dans mes stages de calligraphie et de peinture, il y a des gens qui viennent, qui parfois ne sont pas seulement intéressés pour apprendre la peinture chinoise ou la calligraphie chinoise, mais qui sont aquarellistes ou qui font de la peinture à l'huile et qui viennent pour acquérir des éléments ou une façon de travailler, une gestuelle, etc., qu'ils pourront importer et transposer dans leur pratique. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait un stage avec toi d'ailleurs. Oui, et ça montre bien, je pense, que des connexions existent. Et on n'est pas dans une situation de rupture absolue. D'accord, oui. Il y a des divergences, mais elles peuvent être assez facilement réconciliées. Et puis, je dois dire aussi que, par exemple, l'école Lingnan, qui est l'école de mon maître principal, Huang Leishan, elle a beaucoup observé aussi l'art occidental. Les peintres de la Renaissance, les techniques qui étaient employées, etc. Et la peinture chinoise n'est pas non plus une peinture fermée sur elle-même. Ouais, elle intègre tout, c'est ça une caractéristique peut-être de elle intègre beaucoup de choses. Oui, elle intègre, par exemple, il faut savoir que pendant longtemps, les peintres chinois, par exemple, ne voulaient pas peindre directement la nature. Souvent, ils peignaient en s'inspirant de copies d'œuvres de maîtres, etc., qu'ils ajustaient, qu'ils adaptaient, etc. Et par exemple, le style Lingnan, non, il faut aller dans la forêt, il faut observer le singe dans son environnement, etc. Et il y a des techniques même de la peinture chinoise qui peut-être ont été inspirées de certaines techniques de la peinture occidentale. Je pense qu'il faut penser qu'on est dans un monde de symbiose. Oui. Et particulièrement aujourd'hui. Oui, mais malgré tout, dans le monde occidental, il y a la rupture avec la nature. Quand même, oui, il y a une pensée, qui est initiale. Et on pourrait dire une sorte de métaphysique historique de la peinture chinoise qui effectivement est un lien direct avec la nature, avec l'environnement, etc., que peut-être l'art contemporain a voulu reléguer dans un second plan. D'accord. Alors ici, donc, peut-être pour conclure, c'est ton atelier. Voilà, il a fourni, on est un peu partout, mais enfin, les ateliers sont comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est là que tu accueilles une douzaine de stagiaires tous les ans, des fois 2 fois. Ouais, oui, okay. Pour moi c'est très important de les accueillir dans un endroit où je pratique moi-même, parce qu'on peut facilement louer une salle, etc. Ça m'est arrivé d'être invité
Oui, il y a une atmosphère, c'est Mais pas pareil. voilà, quand ils viennent, il y a l'odeur de l'encre, il y a comment dire les pinceaux. Il faut voir que ici, dans le matériel que j'utilise, c'est du matériel historique. Ouais, C'est-à-dire ouais. que les pierres à encre les plus anciennes ont 2 millénaires. D'accord, ouais. Et ce sont des Oui, outils de c'est. travail. Oui, t'emmènes pas ça dans un Sofitel pour faire un stage Voilà, dans une salle, exactement. ouais. Mes encres ont entre 30 et 100 ans de vieillissement. J'ai des encres qui ont été fabriquées à l'époque impériale. Ouais, Euh, et ce ne sont pas des pièces de musée. Elles ne sont pas derrière une vitrine. Ce sont les outils avec lesquels je travaille. ouais. Et ça, c'est très important de comprendre. Souvent, les gens disent et vous allez comment dire, vous servir d'une pierre à encre des mines pour faire votre encre, etc. Bah oui, c'est comme ça qu'elle vit. Oui, d'accord, Sinon, il ouais. faut l'enterrer. Oui, oui, Hein, bien on lui sûr. fait comment dire, une belle pierre tombale, ou on la met derrière une vitrine, ce qui revient à peu près au même. Oui, oui, bien sûr. D'accord, hein, et elle a fini sa vie. Et moi, je trouve au contraire que c'est très important que ces outils poursuivent leur vie, c'est-à-dire ce pourquoi elles ont été créées. Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu indiques une donnée très incarnée, très, très directe avec des gens, et par ailleurs, tu travailles sur l'informatique, enfin les vidéos YouTube notamment. Oui, enfin, l'informatique vraiment en amateur, en usager. Oui, bah, moi aussi, hein, Oui, bah, oui, on oui, est des voilà. amateurs, mais Oui, malgré tout, on dispose d'outils que ne disposait pas TF1 il y a 30 ans. Alors, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ta chaîne YouTube, j'en parle un petit peu parce que ton objectif, c'est de présenter donc les aspects techniques. Mais bon, bah, je te laisse parler. C'est une manière de le présenter ta en chaîne. fait, oui, je crée un peu cette chaîne YouTube. D'ailleurs, en partie, comment dire, on en a parlé. C'est aussi à l'issue de certaines de nos discussions, hein, puisque toi, tu as Ouais, déjà cette expérience depuis plusieurs années, enfin, particulièrement dans le domaine artistique. Oui, moi, j'ai posté quelques vidéos. Elle est beaucoup moins, comment dire, enrichie que la tienne. Hein. Moi, c'est une vingtaine de vidéos pour l'instant. ouais, mais enfin, c'est pour ça qu'on n'a pas tellement parlé de technique. C'est-à-dire qu'on peut amener les personnes qui regardent cette vidéo à aller voir cette Oui, chaîne voilà. qui donne. J'ai vu, tu as traité beaucoup de sujets techniques les uns après les autres, tu réponds. Voilà, donc c'est. En ce qui concerne la peinture, la calligraphie chinoise, j'ai essayé d'expliquer, d'abord de les définir, j'essaie toujours de prendre un peu le même axe, après de parler des outils et des matériaux essentiels, et chaque fois en les abordant d'un point de vue historique, d'un point de vue technique, et en expliquant aussi comment on s'en sert, mais surtout comment on apprend à reconnaître leur qualité, etc. Voilà. Puis tu vas beaucoup évoluer. En fait, c'est ça aussi qui est formidable. Voilà, C'est j'ai d'autres projets, mais bon, c'est pas encore réalisé. Puis Oui, c'est vrai que la médecine chinoise m'occupe aussi pas mal. ouais. Et d'ailleurs, D'ailleurs, ce il qui y est a des intéressant. vidéos, il y a Oui, des vidéos sur la médecine chinoise aussi sur cette chaîne. Oui, ce qui est intéressant, et justement, beaucoup dans les youtubeurs occidentaux, on tend à faire des chaînes en fonction des thématiques. Et là, tu relis les deux, en fait, de la même manière qu'on ne dissocie pas la médecine de la peinture en Chine, et donc tu n'as pas dissocié la peinture de la médecine dans ta chaîne YouTube, quoi. Non, parce que quand je calligraphie, quand je peins, j'explique ça à mes étudiants. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup d'étudiants de médecine chinoise qui suivent mes cours de calligraphie et de peinture. Parce que quand je leur dis souvent, cette technique, par exemple, d'aiguille, je l'ai apprise en calligraphiant. Ou alors, et quand je fais de la calligraphie et quand je fais de la peinture, en réalité, j'améliore mes connaissances médicales. Et quand je pratique la médecine chinoise ou que j'enseigne la médecine chinoise, eh bien, j'améliore ma compréhension de la calligraphie et de la peinture. En Ouais, fait, je pense que c'est ça qui est l'élément le plus important. C'est sans doute ce qui est Sinon, différent. on est amateur en tout. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est l'inverse même de la logique de l'expert. Hein, ce que tu décris, c'est que tout est dans tout, et quelque part, et la clarté de l'esprit nous met au centre de tout un flux dans lequel nous devons apprendre à surfer, à être vivant et à répondre. Alors que dans le monde occidental, on est habitué à être mis dans des petites cases et répondre. L'expert, en fait, comme tu disais tout à l'heure, pour un spécialiste, je ne me rappelle plus l'exemple que tu avais donné, l'expert est coupé de toute forme d'énergie globale et donc finalement est en prison, est emprisonné. Oui, et ce qui est très important à comprendre, parce qu'il ne faut pas non plus entrer dans une sorte de dérive un peu New Age,
C'est-à-dire en disant je fais telle ou telle chose, mais comment dire, parce qu'on s'épanouit à travers ça et que ça nous donne une vision globale du monde. Non, c'est sur le plan technique. C'est-à-dire que j'ai amélioré par exemple ma façon de faire les crochets dans le style de Kaishu de Yan Zhenting en travaillant la pharmacopée chinoise. C'est vraiment sur le plan technique. Ouais. Et à l'inverse, certains éléments du diagnostic de la médecine chinoise m'ont été possibles, ont été rendus accessibles en examinant par exemple des peintures et en comprenant comment des déséquilibres survenaient et comment il était possible de les rectifier, par exemple par le biais de l'acupuncture ou de la pharmacopée. C'est donc éminemment technique. Oui, sinon on tombe vite dans le délire. Oui, c'est occidental justement. Oui, le délire touche à tout. Oui, c'est ça. En Occident, c'est soit on a l'hyper spécialiste ou l'hyper babacool flou. En fait, c'est un peu bon, j'exagère. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est deux tendances fortes. Voilà. Je crois que on a vu beaucoup de choses. Alors, une petite remarque peut-être. Je me suis rendu compte que en Occident, dans la peinture occidentale sur YouTube, il y a un retour au dessin. Il y a une demande énorme de dessin. Justement, la sobriété des outils, la peinture, elle a aussi toujours du succès, la peinture, l'aquarelle, le pastel, mais le dessin en lui-même est sans doute ce qui a le plus de succès. Et ça m'a surpris, parce que ce n'est pas des logiques de fabrication, de notoriété qui permettent de gagner l'argent, par exemple. Mais en même temps, il y a une très très forte demande, et je me demande si justement, il n'y a pas une recherche de compensation pour la compréhension du monde à travers la fluidité du trait, etc. Et c'est peut-être un aspect positif, parce que j'ai été assez négatif justement au mon monde artistique. Je crois tout simplement que c'est une façon de comprendre que tout est dessin. C'est-à-dire que tout tracé est un dessin. Alors on emploie le mot dessin de façon un peu restrictive pour définir quelque chose, mais par exemple le sculpteur, il dessine. Je fais du tournage sur bois, comme tu le sais. Le tourneur, il dessine avec sa gouge quelque chose. Tout est dessin, ouais. L'écriture est dessin. L'écriture est évidemment dessin. On parle d'ailleurs, on va parler le mot tracé, on va parler d'angle, d'inclinaison, enfin de tous les critères qu'on rencontre dans le dessin. Et par exemple, faire un caractère chinois, c'est du dessin, c'est dessiner quelque chose. Alors évidemment, après sur le plan technique, il y a des distinctions. On ne fait pas de la même façon le trait d'un caractère chinois et un portrait. Mais la gestuelle, la racine de la gestuelle, c'est-à-dire apprendre à saisir l'objet, apprendre à gérer le premier contact entre l'outil qui écrit ou qui dessine et le support et ainsi de suite. Apprendre à mesurer l'élasticité du support, son degré d'absorption, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui sont communs, quelle que soit la discipline, qu'on fasse de la calligraphie chinoise, de la calligraphie latine, de la plume, de la peinture occidentale ou de la peinture chinoise. Oui, sans doute que le dessin, c'est le démarrage de tous les arts. Ça me paraît c'est évident. Voilà, écoute... j'espère. Alors, abonnez-vous à la chaîne d'Eric, parce que vous aurez des informations techniques sur la calligraphie, la peinture chinoise, et aussi, bien sûr, la médecine chinoise, qui est quand même un aspect très important. Tu as quand même été professeur pendant des années à la faculté de médecine de Montpellier. Oui, voilà, donc plusieurs d'autres facultés. Donc voilà, c'est un aspect très important. Mais pour moi, je te connais depuis tellement longtemps, mais c'est vrai que c'est tellement important cette connexion entre différentes disciplines et c'est une source sans doute de méditation pour nous tous qui sommes enfermés dans des spécialisations. Voilà. Merci à toi surtout de l'occasion de cette conversation intéressante. Voilà. Qui rejoint de nombreuses discussions que nous avons eues, mais qui n'ont pas été filmées. Voilà. Et voilà, donc celle-ci aura peut-être une pérennité, fera un souvenir pour nous. Ah, ça nous fera un souvenir, c'est sûr. Bon, à bientôt. On salue tout le monde et allez donc visiter la chaîne d'Eric et la mienne aussi, bien entendu, et abonnez-vous aux deux. À bientôt.